Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 28 septembre 2023. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et désormais, il est donc l'heure de retrouver Eric Seban pour une analyse des premiers mouvements à la Bourse de Francfort. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, merci Eric d'être avec nous ce matin. Eric Seban, vous êtes trader, formateur et coach. Eric, je ne dévoilerai rien à quiconque, comme j'ai l'habitude de le dire en disant que vous nous envoyez vos graphiques un peu avant votre intervention. Votre scénario favori, le scénario que vous envisagez avec le plus de probabilité, c'est un rebond suite à ces dernières baisses, ces séances de baisse. Ce matin, le DAX vous donne raison puisqu'il ouvre en hausse, plus 0,08%. Ça peut continuer selon vous ? Oui, disons que mon scénario principal n'est pas une baisse forte. Mais ça, bon, voilà, c'est pas parce qu'on a cassé les plus bas hier que finalement je revois mon scénario un peu précipitamment, parce qu'il n'y a pas de raison. En fait, en effet, bon, ça a échappé à personne. Sur le plan de chartiste, l'évolution du DAX se dégrade et s'est dégradée ces 3 derniers jours. On va voir aujourd'hui ce que ça va donner. Il a évolué chaque jour un peu plus bas que la veille. Il a cassé les derniers plus bas. Il a cassé le support important sur lequel il avait rebondi en juin, juillet et même en septembre. Alors en intraday, il réagit bien sur les niveaux. Ça, il n'y a pas de problème. Ça rebondit vite, mais il n'y a pas de relais haussier. Et comme je vous le dis, on évolue un cran plus bas chaque jour. Donc ça, sur le plan de chartiste, c'est une vraie dégradation, mais il faut aussi regarder ailleurs, et notamment du côté des options, pour voir si le fait de descendre un peu plus bas inquiète ou pas. Et comment est-ce qu'on voit si ça inquiète ou pas ? On le mesure avec la volatilité implicite des options. Donc, est-ce que la volatilité a beaucoup augmenté lorsqu'on a tenté de casser et réussi d'une certaine manière, pour l'instant en tout cas, à casser les derniers plus bas ? Eh ben non, en fait, elle n'a pas beaucoup augmenté. Elle a augmenté, oui, mais comme elle pouvait augmenter ces derniers temps, quand on était dans la zone 15 600, 16 600, avec des baisses de 400 points, elle pouvait augmenter de 2%, mais on reste dans quelque chose qui n'est pas faible, mais qui n'est pas fort non plus, avec finalement une indication qui est donnée que même si on a cassé justement les plus bas, alors on n'a pas de recherche supplémentaire de protection de portefeuille. Voilà, ça c'est le premier message qu'envoie l'analyse de la volatilité. Maintenant, si on peut considérer effectivement que, comme auparavant, puisque c'était le postulat, les investissements long terme sont protégés, et c'est la raison pour laquelle finalement ils n'ont pas besoin d'en chercher plus de protection, et que le fait de casser le plus bas, finalement, ne les oblige pas à bouger, puisqu'ils sont protégés. Donc ça c'est logique, on comprend le principe. Mais il peut y avoir une deuxième façon de voir les choses. Comme toujours sur les marchés, il vaut mieux en voir au moins deux, plutôt le contraire de la première. Et là, on pourrait dire, tellement habitué à ce que ça rebondisse, peut-être qu'il ne se protège plus. Alors dans ces cas-là, on rentrerait dans un contexte où il y a de la complaisance, et pour le savoir, il va falloir attendre un petit peu, parce que si on descend un peu plus bas que les derniers plus bas, alors on va voir si certains sont obligés d'agir, parce que évidemment, s'ils ne sont pas protégés, ils vont être obligés d'agir. Obligés d'agir, ça veut dire quoi ? Essentiellement commencer à alléger les portefeuilles dans l'optique d'une baisse plus importante, ou en tout cas avec l'obligation de conserver un minimum de plus-value. Bon, ça c'est ce qu'on observe sur le plan de chartiste, sur le plan technique. Comme je n'ai pas la réponse à est-ce qu'il y a de la complaisance ou il n'y en a pas, parce qu'il va falloir attendre un petit peu, pour l'instant je vais rester sur la première idée, qui est celle que, en effet, rien n'a changé sur le fond. Et puis, j'ai quelques indications également, c'est-à-dire que quand on a cassé les plus bas, les volumes n'ont pas augmenté, ça s'est fait dans des volumes qui étaient faibles, avec peu de densité dans le marché, donc c'est normal, quand on arrive sur des niveaux clés comme ça, où finalement on voit bien, même sans avoir tous les éléments, on le sent, on le voit bien, c'est de l'ordre du réflexe, on voit bien qu'il se passe quelque chose de pas comme d'habitude. Donc le premier réflexe dans ces cas-là, c'est de sortir du carnet. Donc ça laisse de la place à des mouvements qui peuvent se faire vite avec de l'amplitude. C'est ce qu'on a vu, l'augmentation de la volatilité intraday ces derniers jours, même si après avoir touché les premiers niveaux, ça rebondit fort, il n'y a pas de relais haussier, puis ça se dégrade tout doucement. Donc il y a de la place pour de la spéculation, et puis elle s'en donne à cœur joie. Donc c'est des niveaux sur lesquels on n'a pas de raison de se précipiter, d'être très présent. Okay. En plus, on a du côté des banques centrales des divergences qui sont très fortes. C'est-à-dire qu'on va avoir forcément des obligations de faire de la part d'opérateurs. Il y a des arbitrages qui vont être obligatoirement initiés, si ce n'est pas déjà le cas, parce que déjà on a l'euro
à 1,05 contre le dollar, qui est quand même dans un niveau assez faible, c'est un niveau clé 1,05. Si on passe en dessous, ça va amener des arbitrages. Donc, je pense qu'on va avoir un peu de reprise de volatilité sur les devises, ce qui va nous amener forcément un peu de volatilité aussi sur les actions et, par voie de conséquence, les indices. Donc, la période n'est pas idéale pour prendre des initiatives. Donc, on va pas s'attendre à ce qu'il y ait justement des volumes importants. Moi, je crois que c'est la séance d'aujourd'hui et de demain qui va donner le là. C'est-à-dire que si on termine vendredi soir avec des contrats futurs en baisse et que lundi on ouvre avec du volume, alors c'est pas bon signe. C'est pas bon signe du tout. Ça veut dire qu'en effet, il y a eu de la complaisance. Certains sont obligés de faire quelque chose. Si on ouvre positivement lundi, si on finit positivement vendredi soir, bon ben voilà, je pense qu'on aura la conclusion, en tout cas temporairement, de ce qui s'est passé, à savoir une tentative spéculative avec des investisseurs long terme protégés qui n'ont pas eu besoin de bouger. Ok, je comprends. D'ici à la fin de semaine, il y a plusieurs catalyseurs qui pourraient modéliser votre scénario, notamment en Allemagne, l'inflation qui sera publiée tout à l'heure à 14h. Aux États-Unis, aujourd'hui, le PIB trimestriel, le T2, sera également publié. Et demain, c'est la grosse journée des indicateurs d'évolution des prix, puisqu'ils seront publiés à Tokyo, en France, dans la zone euro et aux États-Unis. Eric, vous parlez beaucoup de volatilité implicite. Alors, il faut comprendre qu'il y a deux types de volatilité. Il y a la volatilité historique et la volatilité implicite. La volatilité historique, c'est le VIX, en gros, globalement, dont on dit que le niveau de 20 est celui à partir duquel, quand il le dépasse à la hausse, on rentre dans une phase de forte volatilité. Aujourd'hui, sur le DAX, la volatilité implicite est de 15,93. Est-ce que le niveau de 20, pareil, est à surveiller ou pas ? Non, c'est complètement différent. Le VIX, c'est l'indicateur de volatilité sur les actions du SP500. Donc c'est aux États-Unis, rien à voir avec le DAX. La volatilité implicite, moi je la regarde sur justement les options, call put, que l'on peut négocier par exemple de façon hebdomadaire. Vous avez des options hebdomadaires sur le DAX. C'est pas le cas sur le CAC, mais sur le DAX, c'est le cas. Donc je vais regarder la volatilité à 3 mois parce qu'on a une échéance trimestrielle sur le DAX. Et puis surtout, je vais la mettre en regard des niveaux de prix auxquels le DAX évolue et surtout d'où on vient. Alors la volatilité implicite, effectivement, c'est celle qui va traduire finalement l'anticipation des investisseurs sur le marché. Si on veut la volatilité qui augmente de façon forte parce que le marché descend, à ce moment-là, il y a recherche de protection, certes, mais il y a également alors c'est un peu compliqué d'expliquer la façon dont le pricing des options fonctionne parce qu'il y a 3 dimensions, il y a le temps, le prix et également la volatilité qui joue un rôle très important, notamment à très court terme. Bon bref, pour faire simple, si vous avez une augmentation de la volatilité, c'est qu'il y a une inquiétude qui est anticipée. Il y a une troisième type de volatilité également qui est la volatilité intraday à laquelle je fais référence. Donc ça c'est les mouvements qu'on va avoir et l'amplitude des mouvements dans la journée. Mais si on revient sur la volatilité implicite, à 15 sur le DAX, c'est une volatilité qui est relativement forte, mais il ne faut pas la comparer, ne serait-ce qu'à celle du CAC, qui est proche, ou bien celle du VIX. À 15, on vient de 13. Donc c'est très peu, en fait. Et on a déjà évolué entre 15 et 12. Donc si on arrive à 20, 18, 20, là, on va commencer à parler de volatilité très forte sur le DAX. Ok, d'accord. Donc on surveille, on surveille ces niveaux-là. Merci beaucoup Eric pour toutes vos précisions, pour cette analyse complète du DAX et des impacts du Forex et notamment de la paire euro-dollar que pourrait avoir donc cette paire de devises sur l'évolution de l'indice phare allemand. Merci beaucoup Eric Seban, Eric trader, formateur et coach, qui est avec nous tous les jeudis matins désormais. On marque une rapide courte page de publicité. Juste après, nous retrouverons le fantastique Mathieu Driol qui, dans ses Market Movers, nous expliquera comment on peut trader les pétrolières et parapétrolières, enfin surtout pas comment, mais est-ce qu'il faut les trader? À tout de suite sur Téléfinance.